Réunion du Haut Conseil de sécurité en Algérie. Objectif, trouver une issue à la situation sécuritaire au niveau de la frontière avec la Libye. L'opposition congolaise monte au créneau à Brazzaville. Elle plaide pour une transition et un scrutin 2023 sans la participation de Denis Sassou Nguesso. Journée de sensibilisation des conducteurs avant le réveillon de la Saint-Sylvestre en France. Elle vise à prévenir les accidents dus à la conduite en état d'ivresse. L'Algérie réfléchit à prendre des mesures pour la protection de ses frontières. Organe consultatif présidé par le chef de l'État, le HCS est chargé par la Constitution de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale et ne se réunit que rarement. Jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a ouvert la voie à une intervention militaire turque directe en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale à Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. Parallèlement, le ministre libyen de l'Intérieur Fatih Bachaga a annoncé à Tunis que le gouvernement d'union nationale pourrait demander officiellement un soutien militaire turc en Libye. Le Haut Conseil de la sécurité de l'Algérie a décidé d'une batterie de mesures à prendre pour protéger ses frontières et le territoire national, ainsi que la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers. Le président de la République a décidé de réunir le Haut Conseil de sécurité de manière périodique et chaque fois que nécessaire. L'Algérie possède près de 1000 km de frontières avec la Libye et près de 1400 km avec le Mali. En Libye, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU fait face depuis avril à une offensive sur la capitale du maréchal Haftar, soutenue par l'Arabie saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ces trois pays sont des rivaux régionaux de la Turquie et d'un autre allié du gouvernement d'union nationale, le Qatar. Ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest, de 1,8 million d'habitants, était entré dans une nouvelle zone de turbulence lors du limogeage en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC entendé Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Depuis, la valse des premiers ministres n'a pas cessé, même après le bon déroulement de législatives en mars dernier remporté par le PAIGC. C'est Pereira, 56 ans, qui était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle le 24 novembre dernier avec 40,10% des suffrages. Il avait devancé un autre ancien premier ministre, Umaro Sissoko Mbalo, 47 ans, qui a remporté 27,70% des voix au nom du MADEM, une dissidence du PAIGC. Mbalo compte combler son retard grâce au soutien des principaux candidats éliminés au premier tour, dont le président sortant José Mario Vaz arrivé seulement 4e avec 12,4%. Les deux candidats à l'élection du dimanche se sont affrontés au cours d'un débat télévisé. L'argent que vous amenez dans le pays ne passe pas par la voie légale, a lancé Pereira, accusant son rival d'être financé par l'étranger. Il s'est défendu quant à lui de toute pratique illégale. Vous avez puisé dans les caisses de l'État pour financer votre campagne, a répliqué son adversaire Mbalo, qui a assimilé à une catastrophe la gestion du PAIGC au pouvoir. Depuis 2 semaines, la capitale Bissau vibre au son de bruyants cortèges décorés à l'effigie des deux finalistes. C'est un véritable carnaval de démocratie jamais vu ailleurs, s'étonnait un observateur électoral africain. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS, le principal parti d'opposition au Congo, est monté au créneau jeudi à Brazzaville. Selon la formation politique, les conditions ne sont pas réunies pour que le pays organise une présidentielle crédible en 2021 en l'absence d'un corps électoral fiable. Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire de ce parti, a, lors d'une conférence de presse, proposé la prorogation jusqu'en 2023 du mandat du président Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle.
Il a par ailleurs estimé que l'introduction de la biométrie, la restructuration de la commission d'organisation des élections et le découpage électoral ne peuvent être réalisés en moins de 2 ans en tenant compte de l'exécution du programme avec le Fonds monétaire international. Le leader de l'UPADS et chef de file de l'opposition a également exigé le retour de tous les exilés politiques reconnus comme tels. Selon la Constitution de 2015 en vigueur, le président Denis Sassou Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. Sa formation politique, le Parti congolais du travail, tient son 5e congrès de vendredi à lundi avec en ligne de mire l'élection présidentielle prévue en 2021. À moins de 6 mois de la présidentielle de 2020, le président burundais Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 et dont le maintien en 2015 pour un 3e mandat avait provoqué une profonde et sanglante crise dans le pays, a réaffirmé qu'il ne serait pas candidat en mai 2020. Il a fait cette annonce vendredi dernier à Gitega, la nouvelle capitale, au cours d'une cérémonie de vœux à l'adresse des corps de défense, de sécurité et du renseignement. Si je dis que je ne me présenterai pas, la Constitution est claire là-dessus. Pour ma part, j'ai jugé bon qu'il faille se reposer. Le président Pierre Nkurunziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Il a aussi répondu à son homologue américain Donald Trump et accusé une nouvelle fois le Rwanda d'avoir mené une attaque à Mabayi, dans l'ouest du pays. Nous avons été surpris par les déclarations du président des États-Unis, car il l'a dit quelques jours après que nous ayons accueilli Peter, son représentant dans la région. Nous nous sommes rencontrés et il a été très content. Il est allé à l'intérieur du pays et nous avons circulé dans le pays et il a beaucoup apprécié la situation. Un procès judiciaire ne vieillit pas. C'est très important. Les Rwandais sont entrés dans notre pays, mais qu'ils sachent que même après 100 ans ou 200 ans, ils vont répondre à la justice. Pierre Nkurunziza, qui contrôle avec son parti, le CNDD-FDD, tous les leviers du pouvoir, n'a pas encore désigné de dauphin à 5 mois des élections de 2020. La CENI du Burundi a fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et à des communales. L'ancien président de l'Assemblée nationale devenu opposant, qui devait rentrer lundi dernier en Côte d'Ivoire, mais qui a dérouté son avion pour retourner en Europe, préparait un complot en 2 parties, a affirmé le procureur de la République d'Abidjan lors d'une conférence de presse transmise en direct à la télévision publique. Monsieur Soro Guillaume a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe où il ne se privait pas de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Ces accusations s'appuient en particulier sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens selon le procureur, qui a été diffusé pendant la conférence de presse. On y entend 2 hommes dialoguer, dont Guillaume Soro, mais il n'a pas précisé où, ni quand, ni comment il a été réalisé, se retranchant derrière le secret de l'enquête. Selon le procureur, des armes ont été découvertes lors des perquisitions dont il n'a pas précisé les dates et les lieux. Guillaume Soro est aussi accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment pour avoir tenté de s'approprier une résidence dans un quartier chic d'Abidjan, acheté pour 1,5 million de francs CFA, soit 2,3 millions d'euros sur les fonds de l'État lorsqu'il était Premier ministre en 2007. Des faits découverts tout récemment, selon le procureur.
Mais sa défense a rejeté en bloc toutes ces accusations fallacieuses, fustigeant une opération d'espionnage mal montée par Abidjan. Maître Bamba Lamine ne conteste l'authenticité de l'enregistrement audio, mais affirme qu'il date de 2017 et qu'il est incomplet. C'est un besoin du savoir et de la libération qui a motivé le déplacement de ce monde pour le 3e sommet mondial du coaching. Il sera question, 4 jours durant, de renforcer les aptitudes des participants afin de favoriser une positivité dans leur développement. Ce 3e sommet est une sainte convocation, comme aime à le répéter le président mondial de la FIAD. C'est un véritable sommet du donner et du recevoir, où des hommes et des femmes de très grande valeur auront des jours durant à acquérir des outils pour se transformer au niveau de leur développement personnel et mental. L'ego, un masque à prisme discriminatoire que nous abhorrons pour entrer en scène dans la société. Ce masque nous fait tant de mal. C'est le premier ennemi à notre développement, le premier ennemi à notre prospérité. Pour le président de la Fédération internationale des ambassadeurs du développement, la période choisie n'est pas un hasard. Au fait, entre les deux fêtes est une période souvent vide où on ne fait rien. Deuxième chose, c'est que la veille de la nouvelle année nous paraît le moment le plus important pour gagner encore ce qui a gagné dans l'année qui finit, mais pour rentrer dans la nouvelle année dans de meilleures dimensions. Le premier thème, c'est la chirurgie de l'ego, parce que l'ego nous fait perdre beaucoup de choses. Ensuite, nous parlerons de la vie de Nelson Mandela pour en tirer des leçons, la vie de Henri Djessembier, le fondateur de la Jeune Chambre internationale, la vie de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Ce qui vont gagner, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est les succès, c'est les opportunités, c'est la joie et surtout la fécondité. Ce sommet est l'occasion pour les 5000 coachs formés par la fédération de se retrouver et d'échanger entre eux. On est là pour sensibiliser. Selon l'enquête annuelle des associations Prévention routière et Assurance Prévention, au moins 87% des Français vont boire de l'alcool au réveillon de la Saint-Sylvestre et moins de la moitié a prévu une solution pour rentrer. Du champagne pour égayer l'apéritif, du vin pour accompagner la viande et le digestif pour clore les agapes, le menu du 31 décembre est riche. La question du retour de soirée en voiture concernera 46% des Français, qu'ils soient conducteurs, passagers ou hôtes de personnes qui prendront la route à l'issue du réveillon. Mais seulement 43,6% d'entre eux ont pris des dispositions pour garantir leur sécurité. Traditionnellement, les transports en commun sont gratuits dans toute l'Île-de-France du 31 décembre à 17 h au 1er janvier à 12 h. Si les fausses bonnes idées contre l'alcoolémie perdurent, comme boire plusieurs cafés ou prendre un bonbon à la menthe, les comportements évoluent dans le bon sens, se félicitent les deux associations dont le baromètre fête ses 10 ans. En fait, ça simule les problèmes de coordination des mouvements qu'on peut avoir et les problèmes de temps de réaction, de prise de décision. Donc on le voit bien quand on voit quelqu'un de l'extérieur faire le parcours, on a vraiment l'impression qu'il est alcoolisé parce qu'il a du mal à attraper les choses, à faire les mouvements, à se déplacer sur la route. C'est vraiment les effets de la... Et il faut savoir que le taux d'alcoolémie progresse après la prise du dernier verre. C'est-à-dire que vous ne commencez pas à éliminer l'alcool tout de suite après avoir pris le premier verre. L'alcoolémie monte encore pendant à peu près 1 heure et c'est seulement après qu'elle finit par descendre. Donc ça veut dire que si vous prenez par exemple le dernier verre vers minuit, eh bien il ne faudra pas conduire avant 4 h ou 5 h du matin. Vous avez parlé Alcotest, très souvent, je leur dis, vous passez la nuit, tôt le matin, vous allez partir. Donc, celui qui boit trop, je lui prends sa clé. La nuit de la Saint-Sylvestre est l'une des plus meurtrières sur les routes, avec en moyenne 15 à 20 décès comptabilisés ces dernières années, contre une quarantaine au début des années 2000. On peut regarder.